Bonjour à toutes et à tous. On va débuter ce webinaire. Bon, déjà, merci à vous toutes et à vous tous de vous joindre à ce webinaire animé conjointement par le cabinet de conseil TNP et la société Everteam sur l'omnicanalité, une méthode opérationnelle pour améliorer la relation client. Durant cette session, il y aura moi-même, donc Nordine Amriri, je serai accompagné d'Alexandre Anance, qui est directeur associé TNP consultant, qui interviendra tout de suite, juste après ma courte introduction, sur ce webinaire. Durant le webinaire... Oui, Alexandre, tu peux te présenter rapidement, excuse-moi. Non, bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, Alexandre Anance. Oui, tu pourras te juste après. Durant le webinaire, vous êtes sur un outil qui est proposé par la société Webikeo. Vous avez différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Vos micros sont coupés pendant le déroulement du webinaire, mais sachez que vous avez quand même la possibilité de pouvoir poser des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité qui vous permettra de poser toutes les questions qui vous sembleront pertinentes à poser et qu'on traitera si on en a la possibilité en cours de présentation, mais dans tous les cas, qu'on reprendra à la fin de nos interventions où on a aménagé un temps suffisant pour pouvoir reprendre les différentes questions qui ont été posées et y répondre de manière particulière sur chaque point. Aujourd'hui, on va parler, durant ces 45 minutes de webinaire, autour de l'omnicanalité, qui est un véritable sujet dans beaucoup de secteurs, particulièrement le secteur de l'assurance souvent, mutuelle, caisse de retraite, mais pas seulement. Mais on va l'aborder de manière très opérationnelle, très concrète, particulièrement pour tout ce qui relève de l'amélioration de la relation client. La qualité de la relation client aujourd'hui est un enjeu majeur de différenciation des entreprises, quel que soit leur secteur, que ce soit le secteur public ou que ce soit le secteur privé, quel que soit le domaine, on en a un petit peu parlé. Les canaux de communication se sont beaucoup diversifiés. Alexandre l'évoquera durant son intervention. Pose des problèmes d'enjeux, de prise en compte des échanges entre les différentes parties prenantes, en particulier entre les assurés ou les clients et les sociétés qui délivrent différents services. Des enjeux technologiques, des enjeux d'organisation, des enjeux d'efficacité opérationnelle. On va essayer durant cette présentation d'aborder à la fois les aspects organisationnels, les aspects état des lieux du marché, pratique et évolution de pratique, d'une part, et ensuite on essaiera de rentrer un peu plus sur les aspects technologiques pour aborder finalement les deux grandes facettes qui font aujourd'hui les enjeux de l'omnicanalité, qui sont à la fois des enjeux de mise en place des processus et des organisations qui sont les plus efficientes et les plus efficaces dans un contexte de prise en compte des demandes clients, quelle que soit la nature des canaux utilisés. Et d'autre part, de disposer des outils technologiques et des pratiques qui permettent de rendre cette gestion à la fois extrêmement efficace, aussi bien en termes de volume qu'en termes de qualité, et également d'avoir un dispositif qui est suffisamment pérenne pour prendre en compte les canaux d'échange présents et ceux à venir, parce que également là-dessus, il y a beaucoup d'évolutions ces dernières années au niveau de la gestion de la relation client qui rendent finalement les transitions, la continuité de service pour les entreprises relativement difficiles sur ce sujet. Une nouvelle fois, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire et je vous propose de débuter tout de suite par l'intervention d'Alexandre Anance. Bonjour à tous. Donc oui, l'idée, c'est peut-être de donner un peu un panorama global par rapport aussi à ces sujets d'omnicanalité. Donc on a mené un benchmark au sein de TNP, au sein de plus de 200 entreprises multisectorielles, donc vraiment services financiers, industrie, services, qui a permis de mettre en lumière plusieurs enseignements, et je pense des enseignements qui ne vont pas vous surprendre, et vous allez, je pense, tous dans vos propres secteurs d'activité, vous y retrouver. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces benchmarks, c'est que le client, il est
on le sait, il est de plus en plus exigeant et acteur. Il a une appétence technologique, il est mobile et il souhaite pouvoir interagir. Il a de fortes attentes en termes de dématérialisation, mais un point dur qu'il rencontre, c'est le manque d'omnicanalité. Et on sait bien que qu'est-ce que ça génère, ce manque d'omnicanalité? Ça oblige souvent le client finalement à contacter successivement différents interlocuteurs par différents canaux, mail, téléphone, réseaux sociaux, courrier, et donc avec un risque assez fort qui est de détériorer la satisfaction client au fur et à mesure des réponses, parfois contradictoires d'un conseiller à l'autre, incomplètes ou erronées. Donc sans aller trop loin dans les slides suivants, l'enjeu c'est bien comment on va passer d'une architecture finalement qui est très orientée autour de la multicanalité, vraiment d'un SI multicanal, qui comprend certes une diversité de canaux d'interaction, mais qui obéissent à une logique de traitement siloté, à un système d'information omnicanal qui permet d'unifier totalement l'expérience client, quels que soient les canaux qu'il a utilisés. Alors, le client, il est éminemment hybride et il privilégie l'interaction, la commodité et la proximité relationnelle. Et en ce sens, ça ne vous surprendra pas non plus, mais le téléphone reste le canal historique et massivement utilisé, qui est souvent le plus souvent recherché par les clients quand ils ont besoin d'un contact humain, et je ne parle même pas notamment en plus quand il y a des situations d'urgence qui nécessitent une résolution rapide. Ce que montre peut-être moins ce schéma, mais ce qu'on peut retrouver aussi dans beaucoup d'études, c'est juste pour élargir par rapport au schéma, c'est malgré tout le poids de l'email reste important. En particulier, je parle moins des autres canaux, qui ont quand même aussi évidemment leur importance et qu'il faut savoir gérer. Mais l'email est souvent, moi dans ce que j'ai vécu en tant que consultant et auprès de mes clients, c'est souvent un pain point, justement par rapport à la proposition de cette omnicanalité. Je ne parle pas que des formulaires qui sont issus de l'extranet, je parle de tous les emails qui peuvent venir de toutes parts, et ne serait-ce que les emails qui atterrissent sur des boîtes mail génériques. Et cet email, les clients, ils l'utilisent encore beaucoup, parce qu'il a l'avantage de pouvoir contacter un service d'une entreprise à toute heure. Il a l'avantage de laisser une trace écrite, et en ce sens, il reste un des canaux privilégiés par les clients. Mais néanmoins, comme je l'évoquais, il est souvent en interne plus difficile à piloter. Donc ça va être un enjeu de bien pouvoir capter ces différentes sources d'emails et d'arriver quand même à unifier l'expérience, encore une fois, quelle que soit la provenance de ces emails. Alors, encore une fois, voilà, le client, je l'ai évoqué, il est de plus en plus exigeant. Alors, ça peut dépendre évidemment des cas d'usage, mais globalement, il a besoin d'immédiateté, très souvent, alors même si ça peut dépendre des canaux qu'il a utilisés. Il attend de la réactivité. En tout cas, il souhaite que ses demandes prennent effet immédiatement. Il veut être pris en charge rapidement, que ce soit par exemple dans le cadre d'une souscription, dans le cadre d'un sinistre, par exemple pour le cas de l'assurance. Donc vraiment, voilà, disponibilité, réactivité, c'est quelque chose de très important. Et évidemment, quand on met encore la relation par rapport au taux de joignabilité, ça peut être des points durs, évidemment, que peuvent avoir les centres de contact. Je l'évoquais sur l'instantanéité, effectivement, ça peut dépendre effectivement des cas d'usage, mais comme encore une fois, quand on est dans des situations d'urgence, on souhaite une résolution souvent au premier contact. Et quand on n'y arrive pas, effectivement, ça provoque de la réitération d'appel et donc du surcroît d'activité. Et le client, sinon, il souhaite être autonome. Bien évidemment, donc on sait que généralement toutes les entreprises, alors moi je connais plus les services financiers et en particulier le secteur assurance et protection sociale, mais toutes les entreprises globalement développent une stratégie ou accélèrent sur une stratégie de self-care. Donc ça fait des années évidemment qu'on en parle, mais globalement, voilà, ils souhaitent gérer en autonomie un certain nombre
de cas d'usage. Et maintenant, d'ailleurs, le client n'accepte plus de plus pouvoir gérer en autonomie un certain nombre de cas. De cas d'après-vente, je pense évidemment des modifications de coordonnées personnelles, des modifications de RIB ou de choses comme ça. C'est des choses qu'on souhaite aujourd'hui pouvoir gérer en autonomie. Donc, c'est évidemment une demande des clients quand on fait des benchmarks ou des observatoires qui remontent de façon évidente. Alors, ce slide-là, il paraît un peu dense, mais il est assez intéressant parce que on parle souvent de fidélisation, mais on sait jamais trop parfois matérialiser. On dit souvent que voilà, il vaut mieux, c'est toujours plus rentable évidemment de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau, mais c'est intéressant de l'observer justement à travers des coûts d'acquisition client. Encore une fois, qui sont un peu issus de nos benchmarks. Alors, ce que vous voyez là dans les schémas, c'est d'ailleurs un cas réel d'un client évidemment qui est totalement anonymisé et flou par définition, mais qui montre les différences de coûts d'acquisition qu'on peut avoir au sein d'une même compagnie, en l'occurrence compagnie d'assurance, qui peut avoir une très forte hétérogénéité. Mais quoi qu'il en soit, on regarde que ce soit sur le marché, par exemple des particuliers ou des pros, les coûts d'acquisition sont quand même très importants. Et quand on regarde après les marges que peuvent faire, par exemple, dans l'assurance, on sait que pour avoir une forme de rentabilité, il faut conserver son client pendant de longues années. Et dans le secteur de l'assurance, après à voir pour ceux qui sont dans le secteur, mais souvent on parle de 7 à 10 ans de conservation en portefeuille pour observer une forme de rentabilité. Donc évidemment, cet aspect de fidélisation et d'expérience client, d'amélioration de la qualité de service, elle prend encore plus son sens quand on regarde ces données économiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est évidemment déjà être irréprochable sur le service de base. Et donc, c'est les KPI, on les connaît sur la qualité de service. On parlait du taux de joignabilité et autres, mais ne serait-ce que la réduction des délais de traitement, qui est un point évidemment cœur de la qualité de service et qui implique une bonne priorisation aussi des interactions les unes par rapport aux autres, quels que soient d'ailleurs les canaux par lesquels elles arrivent. On parlait de l'adaptation par rapport à l'évolution des usages et à l'autonomie, donc c'est évidemment la digitalisation des parcours, la fluidisation des parcours self-care, l'omnicanalité des parcours, et aussi, là c'est un sujet un peu connexe par rapport à notre point d'aujourd'hui, mais l'intensification de la relation pour aussi, si on sait, en tout cas dans les services financiers, si on a quand même des points de contact très irréguliers avec son client, ça peut être une des premières sources d'attrition client. Donc, il faut être vigilant aussi par rapport à ça. Et donc, en tout cas, ça implique une forme de proactivité. Je pense que c'est le terme, surtout de la part des back-office ou des centres de contact ou autres, vers son client qui permet aussi cette fidélisation. Alors, d'un point de vue architecture, mais Nourdine va y revenir de manière encore plus précise. Je vais essayer de le dire de manière simple. Globalement, on va avoir plusieurs solutions ou plusieurs points technologiques pour arriver à cette omnicanalité. Évidemment, la capacité à capter ces différentes interactions et à la qualification de ces interactions. Et donc, il y a la captation des différentes interactions par les différents canaux et sinon, les solutions technologiques qui permettent de les qualifier automatiquement. Donc, on connaît tous les solutions de reconnaissance automatique ou de lecture automatique des documents, la partie tout texte sur la partie téléphone. Et tout l'enjeu, ça va être de pouvoir faire converger au sein d'un même tunnel, finalement, les tâches de façon à pouvoir les prioriser aussi les unes par rapport aux autres. Et je pense au flux froid, mais je pense aussi au flux chaud. Donc, de les orchestrer vers les bons collaborateurs, les bonnes compétences. Et ensuite, on rentre dans l'univers qui est sur la droite de traitement de mes demandes clients, où je vais pouvoir normalement retrouver la traçabilité de bout en bout des interactions que j'ai pu avoir sur une demande client en particulier, donc de faciliter la prise de décision et donc la décision que j'ai à prendre sur l'interaction que je reçois, parce que comme je connais le contexte de ma demande et j'arrive à bien appréhender dans quel contexte s'inscrit cette interaction, eh bien ça facilite ma prise de décision sur les actions à suivre par la suite.
Donc, on voit bien que c'est une succession. Voilà, il faut avoir les bonnes briques technologiques qui permettent de faire le bout en bout et qui permettent de proposer au global cette omnicanalité de la gestion des flux et des demandes clients. Et donc, enfin, sur la gauche, vous voyez un peu une forme d'architecture, donc là, qui est centrée d'ailleurs plutôt sur le volet assurantiel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la partie du haut en vert avec effectivement les interactions clients qui dialoguent. Et donc, en fait, au milieu, vous avez en fait cette capacité d'orchestration des interactions et cette gestion ensuite des demandes clients qui, elles-mêmes, vont ensuite dialoguer avec les outils back-office pour réaliser les transactions métiers qui sont à réaliser. Mais on voit bien que l'outil transversal, ou les deux, ça peut être une brique, deux briques, mais on a des briques technologiques qui sont transversales et qui sont cœur pour proposer une expérience omnicanal. C'est bien cette brique d'orchestration de tâches et cette brique de gestion de la demande client qui permet finalement d'avoir une vision unifiée de la demande client, quels que soient les canaux qu'il a pu utiliser pour émettre cette demande ou pour poursuivre la résolution de cette demande. Et donc, peut-être, voilà, pour conclure et pour rebondir sur ce que je disais juste au tout début, les bénéfices, c'est vraiment voilà, d'avoir cette vision unifiée et partagée de l'encours et finalement de pouvoir aussi piloter, je pense que c'est très important, les engagements clients à travers deux niveaux, à savoir le pilotage, le pilotage des engagements clients vis-à-vis de l'interaction elle-même, mais aussi vis-à-vis de la demande client, parce que ce n'est pas pour autant que j'arrive à traiter une interaction en 24 heures ou en 48 heures que j'ai résolu pour autant la demande du client, parce que c'est peut-être la 3e, 4e, 5e interaction que j'ai pu avoir sur cette demande. Donc, c'est bien tout le bénéfice de l'omnicanalité. Et donc, oui, pardon, donc, sur les différents leviers, effectivement, qui peuvent être mis en œuvre, donc là, je vais le refaire rapide, c'est l'orchestration aussi, travailler sur les parcours, hein, et je reprends sur la partie self-care, ça permet aussi de traiter tous les motifs aussi à faible valeur ajoutée et donc d'éviter aussi des pics d'activité ou des surcharges d'activité auprès de mes centres de contact ou de mes back-office. C'est évidemment des sujets qui impliquent de travailler sur les postes de travail des collaborateurs. Donc ça, c'est donc de travailler ce sujet, il est évidemment clé pour la productivité, pour la qualité de service, pour l'expérience collaborateur. Le workforce management, ça c'est une dimension effectivement qui apparaît de plus en plus et donc cette capacité aussi à pouvoir mieux prévoir les ressources que j'ai à déployer et à mieux anticiper la pic d'activité et même qui sont parfois prévues du fait de la saisonnalité, mais parfois aussi imprévues. Et donc, cette optimisation de la gestion des ressources, elle est clé aujourd'hui au niveau des opérations d'assurance. D'assurance et plus loin, des services financiers et sans doute d'autres secteurs d'activité. Et l'expérience collaborateur, bien évidemment. Donc là, les petits bonhommes, c'est l'illustration, c'est aussi de dire que quand on parle d'omnicanalité, ça permet aussi de repenser potentiellement le modèle opérationnel de la relation client qu'on souhaite, et donc toute l'expérience client aussi qu'on souhaite proposer à ses clients. Ça implique aussi parfois une transformation aussi des métiers. Avec des collaborateurs où on demande peut-être plus d'empathie, d'être plus en front vis-à-vis de la relation qu'ils ont avec son client. Et donc, c'est une transformation aussi qu'il faut accompagner. Donc, on voit bien que tout ça active aussi des chantiers de transformation qui sont encore plus larges que l'aspect aussi technologique, qui sont donc stratégiques. Merci beaucoup Alexandre. Pour cet état des lieux très clair qui permet de mieux comprendre les enjeux, les points d'attention sur la gestion de l'omnicanalité et sur son déploiement concret et opérationnel au sein des entreprises. Si maintenant on essaye de rentrer un peu plus sur les aspects technologiques
qu'a déjà un peu évoqué Alexandre. Et pour reprendre des points de sa présentation, un des enjeux clés dans un contexte d'omnicanalité va être la qualification des différents éléments transmis auprès de votre structure et la capacité à pouvoir correctement et de manière efficace les distribuer. Donc, dans le schéma précédemment présenté par Alexandre, on a bien compris qu'il y avait une grande variété de canaux de communication, le mail, le portail client, la téléphonie. Dans certains cas, on a encore des situations avec du format papier également. Et donc, la première couche technologique que l'on peut rencontrer, c'est tous les aspects autour de la dématérialisation et l'indexation des flux entrants. Sur cet aspect-là, il y a beaucoup d'évolutions. Effectivement, pour la téléphonie, on a des technologies de speech to text, on a des fonctionnalités d'extraction de données sur des documents images, des fonctionnalités de LAD, de RAD, mais il y a d'autres technologies qui rentrent en ligne de compte. On peut avoir des mécanismes également basés sur tout ce qui est traitement du langage naturel, tout ce qui est extraction d'entités nommées, tout ce qui est classification automatique par apprentissage. Donc, on met en œuvre tout un éventail de plus en plus complexe, finalement, de technologies qui vont aider à qualifier l'information, soit en améliorant l'extraction des données sur les documents, soit en permettant de les qualifier de manière automatique avec un niveau d'intervention le plus faible possible de la part des collaborateurs. Donc cette phase de dématérialisation et d'indexation des flux entrants, c'est une phase qui est en pleine mutation aujourd'hui et qui est tirée quelque part par l'évolution des canaux de communication qui nécessitent aux entreprises de gérer des médias qu'elles n'avaient pas l'habitude de gérer par le passé. On a des entreprises qui nous sollicitent, par exemple, parce qu'elles reçoivent directement à partir de smartphones des vidéos, par exemple sur un accident auto, comment on stocke la vidéo, quelle information on peut en extraire, quelle technologie on peut utiliser pour essayer de valoriser au mieux ces nouveaux médias. Est-ce qu'on peut les déposer depuis le portail? Voilà, tout un ensemble d'enjeux technologiques, un nouveau canal qui apparaît et qui est une opportunité de différenciation, voire de qualité au niveau de la prestation que l'on réalise auprès de ses clients et de différenciation par rapport aux concurrents, mais avec quelque part des difficultés à pouvoir l'intégrer correctement dans les dispositifs existants. Le deuxième point, c'est l'orchestration des tâches. L'orchestration des tâches est un enjeu absolument clé pour prendre en compte les nécessités opérationnelles. Si vous êtes dans une campagne de souscription, de renouvellement de contrats auprès de vos clients, ce type de document va devenir prioritaire pour vous. Peut-être ça va durer 2 mois, 3 mois, puis ensuite, ça va être peut-être les réclamations qui vont reprendre le pas. Et donc, on ne peut pas avoir une activité et un paramétrage figé dans le marbre qui impose aux entreprises de fonctionner de manière monolithique avec des règles homogènes qui ne permettent pas d'avoir une certaine plasticité dans l'organisation du travail et l'orchestration, finalement, la distribution des tâches. Va également apparaître tout ce qui relève de la gestion et du traitement des demandes clients. Et de ce point de vue-là, apparaissent également un certain nombre d'évolutions, alors qu'on a perçu déjà depuis longtemps, mais lors du traitement d'une demande, quelle qu'elle soit, que ce soit un client, un assuré, peu importe, en fonction de la nature de la demande, le processus qui devra être mis en œuvre devra être adapté. Est-ce qu'on est sur des processus, par exemple, très directifs, par exemple sur un processus de décision, ou ad hoc, comme par exemple une investigation que l'on voudrait opérer sur des informations qui nous auraient été transmises par un client. En fonction de la nature de la demande, le processus ne sera pas exactement le même. Donc là encore, technologiquement, il faut des outils qui soient capables d'offrir ce niveau d'efficacité opérationnelle, soit en proposant des workflows dans certaines situations très directives pour éviter de perdre du temps, et dans d'autres cas très souples pour éviter d'être finalement coincé dans des processus qui nous imposeraient des étapes qui seraient tout à fait inutiles parce que des événements nous font prendre conscience que le processus devait complètement changer de direction et de nature.
Dans le traitement de la gestion de la demande client, apparaît également des aspects autour de la verticalisation. C'est également une grande tendance au niveau des solutions technologiques. C'est la nécessité de disposer d'outils qui ne sont pas juste des outils de traitement de demande client générique, mais des outils de traitement de demande verticaux, adaptés au contexte métier des clients, voire au contexte du département qui, lui, utiliserait l'outil. Et donc ça, c'est également très important de bien le prendre en compte. Concrètement, les principaux outils impliqués dans tout ce qui relève de la distribution et du traitement des demandes, c'est les outils de la famille du case management. C'est une famille d'outils qui existe déjà depuis longtemps, avec des acteurs divers et variés qui proposent des technologies propres à leur ADN, mais qui peuvent être des technologies totalement différentes. On peut avoir des outils qui sont basés sur des moteurs de workflow, on peut avoir des outils qui sont basés sur des moteurs de règles, on peut avoir des outils qui sont on-premise, des outils qui sont en cloud. On constate tout de même aujourd'hui une tendance de plus en plus forte vers le cloud, et particulièrement concernant le case management, on voit émerger une nouvelle famille d'outils qu'on pourra qualifier de case management as a service, qui sont des outils qui à la fois permettent de délivrer un service clé en main, qui permet d'adapter la nature des processus en fonction des situations opérationnelles, de proposer des mécanismes de verticalisation pour avoir un traitement de demande propre à une activité, par exemple, sinistre, et puis un autre traitement de demande propre à un contexte de gestion d'assurés dans le milieu hospitalier. Et donc, une logique de verticalisation qui est proposée par conception par ces outils pour être capable d'aller vraiment au cœur des contextes métiers des clients et d'éviter de passer trop de temps dans les phases de configuration et d'appréhension des outils par les entreprises. C'est des outils qui vont s'intéresser aux mécanismes de capture avec une nouveauté, capture de l'information. Donc effectivement, Alexandre l'a évoqué, tous les mécanismes de captation, de qualification vont aboutir en résultante à des documents, quelle que soit leur nature. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un courrier papier, ça peut être un email, qualifié avec des informations et des métadonnées. Et l'outil va être capable de consommer cette information-là pour ensuite l'injecter dans l'outil de case management qui va, en fonction de règles, métiers et organisationnels, alimenter les collaborateurs en tâches, avec tout un ensemble de paramètres qui vont permettre de prendre en compte des seuils, des niveaux de productivité, des niveaux de priorisation qui permettront de piloter à chaud, à froid également, mais surtout de piloter à chaud l'activité des collaborateurs pour pouvoir rediriger éventuellement les tâches en fonction des situations qui pourraient survenir. Un engorgement au niveau d'un service avec le support d'autres collaborateurs, une absence inattendue de certaines personnes. Voilà, différents événements qui peuvent survenir et qui nécessiteraient une souplesse, une plasticité, comme je l'ai évoqué, au niveau de l'outil pour être capable de garantir un niveau de service de qualité. Derrière, la capacité de conserver, d'archiver et de pérenniser l'information, ça c'est un aspect aussi très important qui n'existait pas ou peu dans les outils de case management, c'est la capacité à pouvoir conserver l'information uniquement le temps nécessaire. Donc là, on est dans des contextes qui relèvent plutôt de la conformité. Quand vous êtes aujourd'hui dans une entreprise, vous êtes soumis à la nécessité de conserver l'information le temps nécessaire et de vous en séparer le moment venu. Et en fait, ces outils-là vont permettre de répondre à ces problématiques aujourd'hui de manière très efficace. Ça signifie que lors de la phase de qualification, les documents vont être typés, des cycles de vie vont être déterminés, et lorsque les documents n'auront plus d'utilité opérationnelle, voire ne devront plus être conservés par l'institution, un assainissement qui permet d'apporter une gestion beaucoup plus frugale et beaucoup plus efficiente d'un point de vue écologique sur ces outils-là, permettra d'assainir le système et d'éviter une accumulation documentaire qui serait à la fois à risque, superflue et coûteuse pour les organisations. Quelques écrans rapidement pour illustrer ce dispositif, les dispositifs de ce type d'outils, dans un contexte Everteam, avec les outils proposés par Everteam. Donc le SaaS de
activer le son. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Nordine. J'ai été éclairé. Ok, voilà. C'est bon. Okay. Voilà. Je reviens. Je me repartage ma présentation. Alexandre, ça s'était arrêté sur ce slide-là? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Je peux continuer à partir de ce slide. Donc, au niveau de l'outil, donc on a des mécanismes qui vont permettre de récupérer les documents qui auront été captés et qualifiés dans les phases amont par les outils technologiques qui permettent à la fois de récupérer les flux et de les enrichir en informations. On va être capable de les récupérer, de les injecter dans l'outil de case management de manière automatique en y apportant de la valeur ajoutée, par exemple en les convertissant dans des formats PDF normalisés, en étant capable de vérifier que les informations attendues ont bien été renseignées, donc de fonctionner un peu comme une douane qui va s'assurer que ce que vous prenez en charge en provenance de l'extérieur est dans un état de qualité suffisant pour être traité dans de bonnes conditions. Ensuite, les collaborateurs vont disposer d'espaces de travail, de corbeilles de tâches. Donc, je ne vais pas forcément revenir trop là-dessus, mais c'est un espace où on distribue les tâches, où on définit des niveaux de priorisation, où on a toutes les informations sur la nature des documents à traiter. Donc, c'est l'espace vraiment de travail au quotidien dans lequel un collaborateur va pouvoir sélectionner une tâche, voir les éventuelles pièces qui l'intéressent, il pourra avoir du son, de la vidéo, des documents, un email. Il retrouvera toutes les informations et toutes les pièces en rapport avec la tâche qu'il a à traiter. Et il va pouvoir, de manière très directe, réaliser les actions qu'on attend de lui. Tout cela est piloté par des processus qui peuvent être ad hoc ou très directifs, mais vont aboutir de manière la plus rapide possible et avec un minimum de clics au traitement de la demande. En complément, l'outil propose des fonctionnalités également, et ça c'est un point très important, des outils de case management, des fonctionnalités de recherche et de consultation, basées sur des moteurs big data. Donc un peu comme sur un site marchand, on va pouvoir facilement rechercher, retrouver les pièces qui nous intéressent, filtrer sur différents critères, si on recherche plutôt des courriers, si on recherche plutôt des documents qui proviennent d'un canal de captation, si on recherche plutôt des documents qui relèvent d'un service ou d'un type de prestation. Tous les critères vont être proposés en facettes de filtrage et en quelques clics, de manière beaucoup plus efficace qu'une recherche classique ou plus efficace qu'un plan de classement. Vous allez retrouver toutes les pièces qui vous intéressent ou retrouver le dossier de l'assuré ou du client pour lequel vous faisiez votre recherche. Des statistiques également qui permettent d'avoir une vision claire des KPI, des niveaux de performance sur des données à froid ou sur des données à chaud, pour pouvoir ensuite intervenir et opérer des actions qui permettraient de résoudre les éventuels goulots d'étranglement ou les difficultés que vous rencontreriez de manière opérationnelle. Le case management efficace, c'est un outil suffisamment souple pour gérer l'inattendu. C'est un point qui est très important et finalement réussir quand même à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Finalement, l'enjeu technologique aujourd'hui des outils de case management et l'orientation qu'on retrouve sur le marché, même si aujourd'hui on peut toujours proposer ce type de solution on-premise, c'est quand même d'aller de plus en plus vers des offres clés en main qui proposent des solutions, ça a été évoqué par Alexandre, de bout en bout. Donc ça implique de nombreux partenariats avec des acteurs clés qui permettent d'offrir aux clients, au marché, avec un seul interlocuteur, donc un interlocuteur unique, une solution clé en main, de bout en bout, qui permet de garantir la phase de dématérialisation et d'analytics, c'est-à-dire tout ce qui relève de la captation, tout ce qui relève de la qualification, surtout de la qualification, parce que les fausses de captation peuvent être réalisées à la limite par l'entreprise, votre société directement. Donc avec de l'analyse, de l'extraction de données, de l'acquisition, avec des traitements LADRAD, avec pourquoi pas même des actions humaines opérées par des sociétés qui sont spécialisées. Everteam travaille beaucoup, par exemple, avec la société Lumines, qui a vraiment une grande spécialisation dans ce type de prestations. Des outils de stockage et de sécurisation de l'information qui permettent d'aller même jusqu'à la garantie de la valeur probatoire en cas d'audit ou en cas de litige. Everteam a une grande spécialité sur ces sujets-là. De case management avec la mise en place de workflows dédiés au traitement des différentes demandes, la distribution intelligente, le traitement des demandes, comme ça a été évoqué, et puis tous les aspects autour de la supervision avec la mise en place de KPI, des tableaux de bord, du pilotage à chaud, à froid également. Donc l'offre qui s'oriente, il y a beaucoup d'analystes qui l'évoquent, c'est tout ce qui relève du case management as a service, mais qui inclut finalement également toute la partie
traitement en amont des flux, permet d'offrir finalement des offres aujourd'hui clés en main, hébergées, infogérées, contractuellement assumées par un seul prestataire et qui permet de prendre en compte l'ensemble des flux qu'aujourd'hui les entreprises gèrent. Ça, c'est aussi un des enjeux que l'on voit de plus en plus fréquemment sur le marché pour être capable de traiter de manière efficace l'omnicanalité, c'est de trouver finalement un prestataire qui peut être un partenaire suffisamment performant pour comprendre les enjeux de votre institution et proposer à des coûts compétitifs une offre qui intègre en fait ces différentes technologies. Voilà pour cette présentation. On vous remercie beaucoup d'y avoir participé. On va vérifier si des questions ont été posées, puis on se fera un plaisir avec Alexandre de pouvoir y répondre. Oui, alors, je vais aller. Oui, tu les vois les questions? Si tu vois les questions, oui, je les vois. Oui, je les vois. Moi, je peux peut-être répondre de manière un peu globale, en tout cas donner ma réponse pour les 3 premières, qui étaient donc à partir de quel volume de flux il convient de se doter de tel dispositif, et finalement pour réussir ces projets omnicanaux, comment ça se passe, qu'il faut impliquer, c'est porté par qui. Je vais donner ma réponse, hein, peut-être pas celle de Nordine, mais je vais essayer de donner un peu ma vision globale. Alors, je ne sais pas si je raisonnerais en volume de flux sur ce type de projet. C'est plus parce que souvent ces projets, ils sont tirés par les enjeux qu'on souhaite amener en termes de relations clients. Donc, c'est tiré par la qualité de service, c'est tiré par les sujets autour de l'expérience client. Mais évidemment, il y a éminemment les sujets de productivité. Donc, évidemment, sans être caricatural, si on traite un flux par semaine, bon, ça n'a pas forcément une grande importance, mais ça veut dire que la relation client ou les interactions qu'on a avec son client, c'est pas de cette nature-là. Donc en tout cas, voilà, je pense que ça part souvent, en tout cas, de ce que veut proposer en termes de vision stratégique, vraiment, l'entreprise comme expérience à son client. Et donc, souvent, le constat, effectivement, qui est fait, c'est celui qu'on évoquait, c'est-à-dire de passer à souvent une architecture où les choses sont vraiment… On a empilé les canaux, mais avec des outils de gestion, finalement, de tâches distincts selon les canaux, sans proposer, justement, un peu cette convergence un peu des canaux et cette expérience unifiée client omnicanal. Et donc, à partir de là, ça veut dire que on rentre souvent dans des projets quand même d'entreprise qui peuvent être directement portés par la direction générale parce que issus aussi du plan stratégique. Et après, de façon plus opérationnelle, alors là, moi, j'ai un peu tout vécu. Ça peut être en tant que pilote du programme, parce que ça peut impliquer beaucoup de chantiers. Ça dépend évidemment de votre existant, mais ça peut impliquer… Ça implique énormément de chantiers de transformation, ces projets. Mais encore une fois, ça dépend de ces existants, mais c'est évidemment des projets éminemment métiers, parce qu'on construit le poste de travail du collaborateur. C'est des projets aussi éminemment système d'information, puisque là, on peut parler de connexion, APIisation, décommissionnement des outils existants. Donc vraiment, c'est des projets où il faut parler à une forme de bilinguisme métier et technologique. Et après, il peut y avoir des fonctions transverses qui sont peut-être plus pour le pilotage, mais autour de la conduite, l'accompagnement au changement, évidemment, la transformation en général. Donc, on va dire que ça doit être un projet quand même qui est tiré en général, qui sont plutôt tirés par les métiers et tout type de métiers, que ce soit des métiers à mon sens, qui sont directement en relation en front de client, mais donc comme des centres de contact avec des flux chauds, mais qui gèrent aussi des flux froids, mais évidemment aussi les back-office, et parfois les réseaux aussi, parce que la relation client ne concerne pas forcément que le back-office et le SRC, mais tu peux avoir toutes les dimensions des collaborateurs qui sont en contact avec les clients. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut impliquer tous ces services métiers, et évidemment en transverse… ça tombe sous le sens, mais la direction des systèmes d'information. Et après, en sponsor, on a souvent effectivement le DSI, la direction des opérations
et parfois directement aussi le directeur général. Je ne sais pas si ça répondra à la question, mais c'est globalement ma vie. Ouais, ça me semble clair, hein, sur cet aspect-là, très clairement. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, peut-être juste sur la partie, parce que la réponse me semblait très claire. Sur la partie volume, ce qu'on constate, mais vraiment, alors là, je ne vais pas du tout sur la partie métier, mais je vais vraiment aller plus sur la partie logicielle. Sur la partie volume, souvent, le point important, c'est qu'il faut qu'il y ait un seuil. Alors, sur la partie particulièrement de qualification des flux en fonction des canaux, il faut qu'il y ait un seuil qui permette de systématiser un traitement. Je veux dire par là, c'est qu'on met en place des outils informatiques qui ont pour objectif de réaliser par exemple, pour la phase de qualification de documents. Si vous avez, par exemple, de faibles volumes extrêmement variés, les outils de la DRAC vont vous coûter plus que ce que ça vous coûterait si vous le faisiez directement avec vos équipes. Parce que le nombre de patterns va être énorme, le nombre de modèles va être très important, les documents vont être d'une très très grande variété. Il y a quand même une logique, de perception assez nette quand même de la nature des flux que l'on reçoit et des règles qui pourraient être appliquées techniquement sur ces flux. Donc il y a vraiment à distinguer. L'outil n'est pas magique. La technologie se met au service quand même d'une phase de conception qui est relativement claire de la part des entreprises. Et dès lors que cette réflexion a été menée, ensuite, on peut avoir des gains relativement importants. Ce qu'on constate aussi, qu'il faut ne pas négliger, c'est que beaucoup d'entreprises nous disent on a gagné, par exemple, sur la phase de qualification, enfin, on a gagné, excusez-moi, sur la phase de traitement, mais on a perdu sur la phase de qualification. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent la phase de qualification, finalement, elle est un peu plus longue à réaliser que ce qu'on faisait avant. C'est souvent le cas d'entreprises qui, par exemple, distribuent les documents quasiment directement sans trop les qualifier. Donc là, ça ne prenait pas trop de temps en phase de qualification. Par contre, au niveau du traitement, ça prenait énormément de temps parce que chaque personne devait quasiment redistribuer à la bonne personne, qualifier le document au moment du traitement, vous voyez. Et donc, c'est pas forcément, c'est un gain global qu'il faut évaluer avec certaines parties dans la chaîne organisationnelle où on va mobiliser peut-être un peu plus de personnes, mais sur d'autres aspects où on va énormément gagner. Donc ça, c'est un point aussi à considérer, c'est-à-dire la logique de systématisation et une vision globale sur le gain quand on fait de l'omnicanalité sur l'ensemble d'un processus et pas uniquement sur un département unique. Voilà. Sur est-ce que le case management as a service permet de gérer l'omnicanalité? C'est l'ambition, mais très souvent, c'est une évolution de l'offre proposée par les acteurs du BPO. C'est-à-dire que vous avez des offres proposées par les acteurs du BPO qui, par le passé, géraient principalement des canaux papier, et puis qui, petit à petit, diversifient leur offre, qui sont les bons acteurs pour être les porteurs en fait, de ce type de solution, et proposent une offre globale, clé en main, de bout en bout, qui sait à la fois traiter les flux sur une grande variété de canaux, en étendant leur offre technologique et leur savoir-faire, et propose également en capsule des outils de case management dans leur offre, en les mettant à disposition après en mode SaaS. C'est des offres qui vont aujourd'hui beaucoup plus loin, vraiment du bout en bout, de la prise en compte du flux, la captation de ce flux, la qualification de ce flux, et jusqu'à la mise à disposition auprès des collaborateurs qui peuvent ensuite travailler directement avec l'outil SaaS et les traiter. Ça peut même aller derrière jusqu'à des intégrations avec des outils métiers, des outils de gestion, le cas échéant. Ah oui, j'évoquais effectivement la partie verticalité. Alors, sur la partie verticalité, c'est juste un aspect sur les grandes tendances. C'est-à-dire que sur les outils technologiques, là, je ne parle pas d'aspect au niveau organisationnel comme ça a été évoqué par Alexandre, mais sur les solutions technologiques, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et parmi les grandes tendances, donc on l'a évoqué, des outils de case management très souples au niveau des workflows et des processus que l'on peut mettre en œuvre, une mise à disposition en SaaS, des fonctionnalités d'enrichissement qui vont très au-delà de simplement mettre des ladrades, mais vraiment qui peuvent embarquer également des technologies de type IA,
des moteurs de règles, des choses qui existent pour certaines déjà, mais aujourd'hui qui sont de la commodité, qui doivent être proposées par ce type de solution. Et le dernier point, c'est la partie effectivement verticalité. C'est-à-dire verticalité aujourd'hui, soit vous achetez une solution de case management en fait qui est très générique et qui n'est absolument pas liée à votre activité métier. Dans ce cas-là, il va falloir au moment de la configuration définir les processus liés à votre activité, définir les métadonnées liées à votre activité, définir tous les critères qui permettent de caractériser votre contexte. Soit vous pouvez faire l'acquisition d'une solution qui est déjà verticale, c'est-à-dire qui est déjà adaptée à votre contexte. Si vous êtes la Maïf et que vous travaillez sur une activité de gestion des sinistres auto, vous pouvez acheter soit une solution de case management générique et entièrement adaptée à votre contexte, ou chercher une solution de case management dédiée aux sinistres dans le secteur de l'automobile. Et dans ce cas-là, il va y avoir peut-être certaines fonctionnalités qui sont vraiment propres à ce type d'usage, des intégrations avec des outils métiers qui sont vraiment dédiés et qui sont des outils communément utilisés dans le secteur de l'assurance pour du sinistre auto. Il va peut-être y avoir aussi des métadonnées dédiées, des mécanismes de captation propres, etc., etc. Donc ça, c'est une tendance, mais qui n'est pas générale qu'au case management, qui est générale à l'ensemble du marché du logiciel. C'est qu'aujourd'hui, les sociétés veulent réduire le temps d'implémentation d'un logiciel. Et un des éléments clés, alors il y a 2 points, réduire le temps d'implémentation et avoir un outil au plus proche du métier. Et pour avoir ces 2 points-là, au niveau logiciel, nous, en tant qu'éditeurs, ce sur quoi on travaille, c'est tout ce qui est relatif à la verticalisation de nos solutions. Voilà, j'espère avoir été plus clair sur ce point-là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes questions. Il est 12h02, donc on est même à peu près dans les temps. Permettez-moi de vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. On se tient bien évidemment à votre disposition. J'imagine que notre équipe marketing doit avoir préparé des choses pour vous renvoyer des éléments complémentaires suite à cette présentation. En tout cas, vous pouvez revenir vers nous, TNP, Everteam, si vous avez des questions. On se tiendra bien évidemment à votre disposition. On vous remercie encore et puis bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir à tous.